Alors, voici le journal dans lequel j'ai trouvé les travaux de l'un de ceux qui ont été missionnés pour mentir aux Français à propos de l'Afrique contemporaine. L'un de ceux qui continue le sale boulot des pseudo-experts néocolonialistes de la place de Paris, qui avait été chargé pendant plusieurs décennies, lorsque les médias officiels français dominaient l'opinion africaine, de tromper les peuples français et africains sur la réalité de la politique africaine. Les pseudo-spécialistes qui sont déjà grillés, du style Bernard-Henri Lévy, plus personne ne les écoute, plus personne ne fait attention à ce que peut raconter en fait Antoine Glaser et beaucoup d'autres. On a donc choisi de renouveler un peu cette espèce particulière d'individus qui, à partir de la place de France, prétendent posséder la science infuse sur les réalités africaines. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui existe à peu près depuis 3 ou 4 ans dans les médias français, dans la médiasphère, et il participe sous les auspices du gouvernement Macron. Il participe à cette activité que M. Macron lui-même a appelée la guerre informationnelle. C'est une activité décrétée par le président français pour combattre les opinions africaines qui veulent la fin de l'occupation militaire de l'Afrique par l'armée française, combattre les opinions africaines qui veulent la fin de la monnaie coloniale, néocoloniale française, le franc CFA, comme l'a si bien appelé le président Abdourahmane Tiani. Il s'agit de combattre tous ceux qui veulent mettre fin aux ingérences de l'oligarchie politique française dans les désignations des dirigeants africains. Ces spécialistes ont enfin vocation à combattre l'émergence du motif culturel fondamental de la civilisation africaine comme source d'inspiration des institutions sociales, culturelles et économiques du continent africain. Ils sont payés pour faire croire, 1. que l'Afrique a besoin d'être constamment occupée militairement par les troupes étrangères occidentales. Ils sont payés pour faire croire que le franc CFA est la panacée des économies africaines, que sans le franc CFA, l'Afrique n'existerait pas. Ils sont payés pour faire croire que la France a le droit de se mêler, de désigner les dirigeants africains, parce que les Africains ne sont jamais assez mûrs pour choisir leurs dirigeants eux-mêmes. Ils sont payés pour faire croire qu'il n'y a pas une histoire civilisationnelle africaine riche de sens, capable d'inspirer les institutions africaines et l'état de droit africain lui-même. Ces pseudo-spécialistes parisiens, pour la plupart, sont payés pour constituer un écran de fumée entre l'opinion française et l'opinion africaine. Ils font croire à l'opinion française, aux opinions européennes occidentales, que la politique africaine de la France est magnifique. Et ils font croire aux opinions africaines, espèrent-ils, qu'il n'y a pas d'alternative à la situation de domination par l'occupation militaire, de domination par l'occupation monétaire, de domination par l'ingérence dans les affaires politiques intérieures. Il n'y a pas d'autre alternative que de vivre sous la néocolonie française. Enfin, leur statut, leur rôle est, je le répète, de décourager les Africains à propos de la richesse de la civilisation africaine, de la ringardiser sous les concepts de folklore, la ringardiser sous la forme d'unité imaginaire, ringardiser l'Afrique et dire que si elle a connu la traite négrière, si elle a connu la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, c'est bien parce que sa civilisation était faible, voire nulle, et qu'il faut y renoncer pour adopter Manu Militari, on a bien compris, et ex cathedra la civilisation des puissances négrières, des puissances colonialistes, des puissances néocolonialistes et impérialistes. Ça fait un moment que j'observais les écrits de ce monsieur Lou Vialet. Et j'attendais de voir quelle ampleur ces écrits pouvaient prendre. Je me rends compte qu'il devient une pièce maîtresse de l'intox France-africaine. Et c'est à ce titre que je lui accorde le privilège de ma critique. Ce privilège de ma critique, je vais le lui accorder en appliquant une méthode que vous connaissez. D'abord, je vais vous donner lecture de l'article qu'il a publié dans la revue politique Le Causeur, numéro 130. C'est un mensuel qui paraît ici en France, de janvier 2025. Dans ce journal qui s'appelle Le Causeur,
Eh bien, numéro 130 de janvier 2025, à partir de la page 25 et jusqu'à la page 27, le sieur Lou Vialet publie un article intitulé Barkhane, le temps béni du Mali. Barkhane, le temps béni du Mali. Donc le titre de l'article vous dit déjà que M. Lou Vialet est chargé de faire croire à l'opinion française que l'opération Barkhane, que la présence de Barkhane était la période la plus belle de l'histoire du Mali. Et que depuis que l'armée française s'est retirée du Mali, le Mali est dans les enfers. Que le Mali n'existe plus, que le Mali est même presque mort. Monsieur Lou Vialet est chargé de présenter Barkhane, l'ère de Barkhane, comme le paradis perdu. Et aujourd'hui, présenter les victoires des forces armées maliennes, les victoires de la révolution malienne, comme étant des fictions inventées pour tromper l'opinion. Voilà le titre de l'article que cet homme a écrit. Alors, pourquoi est-ce que je commande cet article? Parce que dans cet article, comme vous allez le voir, Lou Vialet recycle toutes les techniques utilisées par les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes et les impérialistes pour attaquer et diviser l'Afrique et pour la dominer. L'article est une reprise de toutes les techniques de domination colonialiste, néocolonialiste, testées contre les Africains depuis des siècles. Le problème de l'auteur, c'est qu'il croit pouvoir se cacher entre les gouttes, passer entre les gouttes, en faisant passer le passé néocolonial récent du Mali pour un paradis et en faisant passer l'espoir, l'espérance malienne qui est de retour pour un enfer. C'est-à-dire que Lou Vialet, c'est quelqu'un qui est là pour inverser la réalité. Pourquoi? Parce que la France-Afrique et le néocolonialisme français vivent bel et bien de l'inversion de la réalité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui exploitent depuis 6 siècles des terres entières, qui volent l'or, le pétrole, le gaz de peuples entiers, l'uranium de peuples entiers depuis des décennies, qui volent les diamants, qui volent le bois. Ce sont des gens qui pillent les réserves financières de 15 pays africains depuis plusieurs décennies, mais qui veulent passer pour des gentils messieurs qui vous dépouillent calmement. La France-Afrique, toute sa communication est basée sur la technique de l'inversion. Et avec la maxime, plus c'est gros, plus ça passe. Plus gros est le mensonge, mieux il passe. Donc, on n'hésite pas, dans la guerre informationnelle de la France-Afrique, contre les peuples africains, contre la révolution africaine, contre les panafricanistes, on n'hésite pas à mentir grossièrement. Je dis bien grossièrement. On ment grossièrement et violemment, dans l'espoir que l'éclat du mensonge soit tel qu'il paraisse plus que vraisemblable, mais carrément vrai. Quelle est la méthode que nous allons adopter pour déconstruire le minable article de ce monsieur Lou Vialet? Parce que son article, vous allez voir, c'est un article minable. C'est un article dangereux. Et normalement, cet article devrait lui valoir des poursuites judiciaires des autorités de la Confédération des États du Sahel. La justice sahélienne doit se saisir des propos tenus par ce monsieur dans cet article. Parce que ces propos ne sont rien d'autre en réalité que des incitations aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité, des incitations au génocide. Vous allez voir. Vous allez voir comment c'est tourné là-dedans, dans cet article. C'est d'une honte incroyable. Le degré de diffamation dont le scribouillard pseudo-expert africain de Paris se rend coupable dans cet article est rarement égalé dans l'histoire de la mythomanie journalistique et intellectuelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une première lecture complète de l'article, parce que vous ne l'avez pas lu. J'ai affiché cet article sur ma page Facebook, mais je vais vous donner une lecture complète de l'article et je vais revenir pour déconstruire l'article paragraphe par paragraphe, parce que chaque paragraphe de cet article est faux. Tout est faux dans cet article. Il n'y a pas un seul paragraphe véridique. Il n'y a pas un seul paragraphe qu'on ne puisse pas prendre en défaut contrefactuel. Pas un seul. Et c'est cela qu'ils appellent la guerre informationnelle contre les panafricanistes, la guerre informationnelle contre les régimes qui ont dit non au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Vous comprenez? Voici ce qu'il écrit. Barkhane, le temps béni du Mali. Le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir.
En soutien à la junte militaire, les mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur en systématisant massacres, viols et pillages dans certaines régions. Notre envoyé spécial a rencontré des survivants de cette épuration ethnique. Ça, c'est le chapeau de l'article. Ça vous annonce tout. La suite. Il n'y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal, déclarait fin novembre le président sénégalais. En 2 ans, l'armée française a battu en retraite du Mali, du Burkina Faso et du Niger, cédant à la pression des régimes affidés à la Russie, qui ont pris la France comme bouc émissaire de leurs propres difficultés. Elle s'apprête désormais à plier bagages du Tchad, du Sénégal, et ses effectifs diminueront en Côte d'Ivoire et au Gabon. Ce déclin accéléré de la puissance militaire française en Afrique n'est pas le fruit d'une stratégie pensée et planifiée par le président Macron, mais le résultat d'un attentisme qui a fini d'anéantir l'autorité de la France. Depuis la fin de l'opération Barkhane, près de 200 civils ont été auditionnés. Tous ont vécu l'arrivée de Wagner au Mali comme un basculement dans l'horreur et regrettent le départ du protecteur français. Chômeurs, étudiants, bergers, comptables, gardiens, pompistes, infirmiers ou mères au foyer, ils vivaient dans des communes sécurisées par Barkhane, au centre et au nord du pays. En plus de permettre aux terroristes islamistes de retrouver leur influence et aux mercenaires russes de s'implanter au Sahel, le départ des Français a également provoqué une hausse massive de l'immigration. La plupart des victimes de Wagner ont émigré dans des pays limitrophes, en Afrique du Nord et en Europe. Leurs témoignages sont aux antipodes des diatribes des putschistes de Bamako qui, avec une rhétorique volontairement dégagiste et anticolonialiste, ont causé le départ de la France. Ces victimes sont les seules sources vivantes capables de témoigner du régime de terreur instauré par les Russes. À les écouter, on comprend dans quel but la France a été instrumentalisée par le régime de Bamako et comment le Sahel est devenu le nouveau théâtre de la stratégie du chaos, pilotée par Moscou aux portes de l'Europe. Citation. La terreur russe au Mali racontée par ses rescapés. Citation. Ça a été si rapide. Les Wagner sont venus dans mon village accompagnés de militaires maliens. Sans rien chercher à comprendre, ils ont envoyé tous les hommes qu'ils trouvaient loin du village pour les exécuter. Ensuite, les femmes ont été choisies comme des mangues sur le marché. J'ai été violé par 5 Russes pendant 2 heures. Fin de citation. Mariam, 27 ans, malienne et touareg. C'est magnifique, hein? Ça, c'est un joli roman de science-fiction. Ce Louvialet, il a des talents. Il devrait migrer vers le roman de science-fiction. Il aurait de très grands succès dans ce domaine. Continuons à lire les incongruités, les insanités inventées dans son cerveau. Les victimes de Wagner sont des survivants. Rencontrer les mercenaires russes a été un choc, puis un cauchemar. Youssouf, 23 ans, ne peut se départir de l'image de ces bergers morts, brûlés vifs à 10 mètres de sa cachette. Rissa, 16 ans, tout ça sort de la tête de Louvialet, le nouveau romancier de la France-Afrique à Paris. Rissa, 16 ans, a vu des soldats maliens éventrer le cadavre de son frère à la machette et en manger le cœur et le foie devant l'excitation et les rires des soldats blancs. Ça, c'est du Louvialet au travail. Un excellent mythomane de presse. On peut continuer? L'apparition des mercenaires est synonyme d'épouvante. On les a entendus débarquer sur des hélicoptères la nuit. On ou vu arriver en trombe sur des picottes, percutant enfants, femmes et vieux, se trouvant sur leur route. Certains racontent le bruit des balles et les corps tombant comme des mouches alors qu'ils faisaient leur course au marché. Les rescapés qui ont simplement croisé leur chemin en brousse ont été torturés puis laissés pour morts. Ça ressemble à la description d'une scène de crime de guerre de l'armée française pendant la pénétration coloniale. C'est très marrant. Louvialet, il s'est contenté d'aller lire les récits des crimes de guerre de l'armée française et il les a transposés pour essayer, de diaboliser l'armée russe et les alliés africains de l'armée russe. Ça fait pitié, hein, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est une scène de crime de guerre de l'armée française, c'est assez banal. Il faudrait regarder et écouter le film de René Vauthier.
Bon, continuez à lire le roman de Louvialet. C'est trop marrant. Il est en train de décrire les crimes de l'armée française. Et il les attribue à l'armée malienne. Ça fait pitié. Le paragraphe que je viens de lire, là, il vous décrit exactement la pénétration coloniale française en Afrique. C'est comme ça qu'il faisait. Que faisait? Remplaçons un peu, juste un peu. L'apparition des soldats français est synonyme d'épouvante. On peut l'écrire ou pas? Pour les Africains qui ont été l'objet de crimes coloniaux et de crimes de guerre français. Ce paragraphe s'applique. Écoutez. On a vu les soldats français débarquer sur des hélicoptères la nuit, où on les a vus arriver en trompe sur des pick-up, percutant enfants, femmes et vieux, se trouvant sur leur route. Ça, c'est vrai, c'est ce que les Africains ont vécu. Hein? Au Cameroun, par exemple, où ils ont massacré 1 million de personnes. C'est ce qu'ils ont fait. Certains racontent le bruit des balles françaises et les corps qui tombaient comme des mouches. Ah oui, pour tuer 1 million de personnes au Cameroun, il fallait vraiment tirer sur le tas. Alors qu'ils faisaient leur course au marché, les rescapés qui ont simplement croisé leur chemin en brousse ont été torturés puis laissés pour morts. Oui, mais c'est comme ça que Oumyoba a été tué. C'est comme ça qu'Oumyoba et ses compagnons ont été tués, non? Le 13 septembre 58. Et 1 million de Camerounais. C'est comme ça que des dizaines de milliers d'Algériens, des centaines de milliers d'Algériens ont été massacrés, non? C'est ce qui s'est passé à Madagascar, non? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais ce Louvialet, c'est incroyable, il n'a même pas eu besoin d'aller chercher loin, il est allé prendre des descriptions de la pénétration coloniale française et il veut les faire porter aux Russes qui n'ont jamais colonisé l'Afrique. C'est triste, hein? Bon, allez, je continue la lecture. Les incursions sanglantes relatées par les victimes de Wagner sont comparables à des razzias. Si la durée des attaques diffère selon les communes, leur structure comporte toujours 3 invariants: massacres, viols et pillages. C'est exactement ce que l'armée française a fait en Afrique. Mais Louvialet, il a la mémoire courte ou quoi? Il met tout ça sur Wagner, mais quel que soit ce que vous mettez sur Wagner, ça n'en vaudra jamais ce que l'armée française a fait en Afrique. Et il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas de réparation, il n'y a rien. Hein? Les actions commises à leur départ s'apparentent à une politique de la terre brûlée, puits et réserves d'eau empoisonnée, récoltes ou maisons incendiées, bétail volé ou abattu, cadavres piégés à l'explosif. Astaghfirullah. On dirait la guerre d'Algérie, la guerre coloniale de la France en Algérie. Mais c'est marrant, hein, ce Louvialet là, il est vraiment marrant. C'est vraiment c'est un pasticheur, c'est un tricheur, hein, c'est un copier-colleur, un copieur-colleur, hein, des grands paragraphes de description de la barbarie coloniale. Purification ethnique et conquête du territoire, l'autre mission de Wagner au Mali. La présence des mercenaires russes au Mali, selon Louvialet, est souvent présentée comme la conséquence d'un pacte avec le régime de Bamako, au terme duquel la junte malienne chercherait à sécuriser son pouvoir en échange de concessions minières et d'un renforcement de la lutte contre les djihadistes. Cette lecture est largement incomplète. Les paramilitaires de Wagner représentent une assurance vie pour la junte bamakoise et leur accès privilégié aux mines du Mali a été bien renseigné. Cependant, une autre mission semble leur avoir été assignée, la conquête des territoires du centre et du nord par l'épuration ethnique. Il suffit de s'attarder sur la géographie de leurs crimes, l'origine de leurs victimes et l'histoire du Mali pour comprendre que la barbarie de Wagner n'a rien d'aléatoire. Leurs cibles sont principalement issues du centre et du nord du pays, de contrées éloignées de la capitale, peuplées de Peuls, Sonrai, Bozo, Dogon au centre, Morts et Touaregs au nord. À l'inverse, les populations du sud sont des Bambara, ethnie de Bamako, Malinké, Soninké, sud-ouest et Sénoufo, sud-est. Depuis son indépendance, la République du Mali n'est indivisible que sur le papier. Depuis son indépendance, la République du Mali n'est indivisible que sur le papier. Ça, c'est ce que dit Louvialet. Vous voyez son objectif, non? Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore là? Sur le papier de sa constitution, dans le centre du pays, les conflits entre Bozo, Dogon et Peul ont perduré et les populations arabo-berbères du Nord n'ont cessé d'exprimer leurs différences en s'organisant pour obtenir indépendance ou autonomie. La junte bamakoise cherche à instaurer un pouvoir favorable au peuple du Sud et à étendre son hégémonie dans le reste du pays en excitant les tensions interethniques entre les Peuls au centre et en purgeant les populations Maures et Touaregs au nord. Ça, pour écrire ça, il faut ne pas connaître le Mali, quoi.
C'est une honte. Quelqu'un qui connaît le Mali ne peut pas écrire un tel paragraphe. Cette politique d'épuration ethnique n'est pas seulement rapportée par les victimes directes de la junte et de leurs bras armés russes qui se disent ciblés, pourchassés, diabolisés. Elle est aussi attestée par ceux qui ont échappé à la mort car ils n'étaient ni Peuls, ni Maures, ni Touaregs. Tous mes voisins et mes amis Peuls ont été obligés de s'enfuir. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie en restant ici. La lutte contre le djihadisme est devenue un règlement de compte. Fin de citation, témoigne Ladji, 32 ans, Bambara, issu d'un village du centre-est et du cerveau de Louvialet, où régnait la paix entre les ethnies. Samba Sonrai, issu d'une commune du cercle de Djéné et du cerveau de Louvialet, raconte, citation, « Mon ami Tamashek a été tué chez lui et sa femme a été violée par les Wagner. Il n'a rien fait. Son seul tort est d'être né avec la peau blanche. » Fin de citation. Quel bon romancier, ce Louvialet. Un vrai loup qui rôde et qui essaye de jeter les communautés africaines les unes contre les autres parce qu'ils ont perdu le contrôle et le droit de piller le Mali. Ces néocolonialistes français. Quelle honte. Lisons la suite. Les viols systématiques des femmes Peuls et Touaregs rapportés par les rescapés de Wagner relèvent eux aussi de l'épuration ethnique. Nombre de ces viols ont donné naissance à des enfants dont l'existence est un tabou. On les appelle les bébés Wagner. Mais les bébés Wagner sont aussi une belle invention de Louvialet. Ce sont les bébés Louvialet. Louvialet, vous avez aussi vos bébés. Ils sont pleins dans votre tête. Comme leur couleur de peau et leurs traits rappellent l'infamie qui a présidé à leur naissance, ils sont élevés dans le secret. Les bébés Wagner. Les bébés Wagner sont élevés dans le secret du petit cerveau de Louvialet. Ils sont cachés dedans. Ils sont planqués dans son petit cerveau. Alors, je dis que, je continue à le lire, hein, dernière page, page 27. Si l'hostilité des victimes à l'endroit du régime putschiste est immense, elle est sans commune mesure. Je n'ai même pas besoin de ce micro. Elle est sans commune mesure. Si elle est immense, elle est sans commune mesure avec la haine qu'ils nourrissent pour les maîtres d'œuvre de l'épuration. En effet, contrairement à la vision véhiculée par Jeune Afrique ou Le Monde, les Russes ne sont pas des supplétifs de l'armée malienne. C'est l'inverse. Sur le terrain, ce sont les paramilitaires russes qui dirigent les opérations. Mais Louvialet, il n'y a qu'à dire que c'est Vladimir Poutine qui est assis au palais de Koulouba. Hein? Parce qu'on a refusé de recevoir votre champion Emmanuel Macron, vous pleurez, vous pleurnichez dans la presse. Oh, dites que c'est Vladimir Poutine qui est assis au palais de Koulouba et qu'on quitte ici. Hein? Poutine n'a pas le temps de gouverner la Russie, c'est lui qui gouverne le Mali. Mon œil. Non mais, et quand j'ai lu ça, j'ai eu pitié de l'opinion française qu'on gave avec ces torchons. Écoutez, il continue. C'est l'inverse. Sur le terrain, ce sont les paramilitaires russes qui dirigent les opérations. Les FAMA, forces armées maliennes, ne sont là que pour les seconder, au même titre que les confréries de chasseurs d'Ozo et d'Ogon, avec lesquels ils pourchassent les Peuls dans le centre du pays. Ça, c'était un romancier sanglant, ce Louvialet. Il ment comme il respire. Et puis, non. Continuons à lire ça. Ça fait mal aux yeux. S'ils commettent aussi des crimes de guerre, les FAMA sont décrits comme des éléments subalternes, obéissant aux ordres des Blancs, entre guillemets, et relégués aux fonctions de traducteurs ou de guides. Wagner a droit de vie et de mort sur les militaires maliens. N'importe quoi. En cas de désaccord, ils sont exécutés par les mercenaires russes, comme à Anefis ou Ahmad, 22 ans, surgit tout droit du cerveau de Louvialet, a assisté à l'exécution de 6 soldats maliens qui avaient désobéi à leur maître russe avant de s'enfuir en Tunisie. Le fameux Ahmad, inventé par Louvialet. Un personnage de roman, hein, qui aurait assisté à l'exécution de 6 soldats maliens par l'armée russe. Ça fait pitié, hein. Et il écrit ça, il publie ça à Paris. Il publie ça à Paris. Cette merde-là, il publie ça à Paris. Hein? Maintenant, avant-dernière partie, la nostalgie de la France et des années Barkhane. Là, Louvialet va nous parler de comment les Maliens pleureraient et, oh là là, regretteraient le bon vieux temps quand la France était là. Quand l'armée française était là, qu'est-ce que c'était bien. Bon, écoutons Louvialet, hein, le romancier du paradis néocolonialiste. Tous les civils interrogés ont souvent, avec ferveur, affirmé être favorables au retour de l'armée française au Sahel. Astaghfirullah.
Ça, c'est les civils qui sont dans sa tête ou bien c'est les civils qui sont au Mali. Il les a vus où? En rêve ou dans la réalité? Hein? On peut faire ça? On peut être mythomane comme ça? Bon, laissons-le continuer. Combien d'entre eux avaient manifesté sous la bannière France dégage, jeté des pierres sur les convois militaires de l'armée française ou simplement contribué au sentiment de lassitude qui a précédé le retrait de Barkhane? Impossible de le savoir. Depuis le départ de la France, les perceptions ont changé et les soldats français appartiennent à une époque révolue, évoquée avec nostalgie. Citation. Wagner a détruit 9 ans de paix rétablis par Barkhane. J'ai grandi dans la sécurité, je bénis ce temps-là aujourd'hui. Fin de citation. Résume Aïcha, une Tomonaise sortie du cerveau de Lou Vialet, de 25 ans, réfugiée en Mauritanie. Chaque fois qu'il veut mentir, il fabrique une personne imaginaire qu'il a rencontrée hors du Mali, c'est-à-dire dans sa tête à lui. Puisqu'il n'est jamais venu au Mali, ce Lou Vialet menait une enquête. Monsieur invente ses personnages, il leur prête des phrases. Ce gars devrait aller se consacrer à l'écriture romanesque ou théâtrale. Ça ira. Mais quant au journalisme ou à l'analyse politico-scientifique, zéro pointé. On continue. L'arrivée des mercenaires a marqué une rupture si violente que toute mention des Français ranime des souvenirs insignifiants, voire pénibles, mais qui, en comparaison des atrocités commises par la suite, ont pris une valeur positive. Et quand on pense aux Français, on ne pense qu'au positif. Même un simple contrôle de routine effectué par une patrouille française devient un souvenir heureux. Hein? Le colonialisme heureux, le néocolonialisme comme paradis pour l'Afrique. Voilà ce dont rêve l'individu Lou Vialet, un véritable loup néocolonialiste. Citation. Et il va prêter à un personnage imaginaire l'amour des arrestations françaises. Quand il t'arrêtait, il te demandait les pièces d'identification, passait tes doigts dans leur machine et te posait des questions sur ton voyage. Ils étaient humains et respectueux, les Français. Pas des assassins comme Wagner. Fin de citation. Ce remémore Camis, 32 ans, sorti du cerveau de Lou Vialet, qui a quitté son village des environs de Gao pour Abidjan, chez Ouattara. Oh là là, mais Lou Vialet, c'est grave, quoi. Il choisit toujours de placer ses personnages imaginaires dans l'espace où, précisément, les traîtres à l'Afrique sont les maîtres. Il les place en Mauritanie, il les place en Côte d'Ivoire, il les place en France, il les place en Tunisie, il les place en Algérie. Ces personnages sont toujours dans des coins comme ça, hein, qui sont tenus par les ennemis de la liberté de l'Afrique. Astaghfirullah. Lou Vialet. On peut faire ça? On peut faire ça? Peut-on mentir avec autant de courage? Sans avoir même des douleurs linguaires, des douleurs labiales. C'est pas possible. Bon, allez, continuons à lire cette bouillabaisse. Il continue. Dans les esprits, Barkhane est aujourd'hui l'anti-Wagner. Aussi, les soldats français sont-ils parfois qualifiés de saints. S-A-I-N-T-S. Il a écrit ça. Il a écrit ça, ici, là. Qu'au Mali, actuellement, les soldats français sont qualifiés de saints. S-A-I-N-T-S. Ou assimilés à une armée, ils sont assimilés à une armée humanitaire, tandis que les mercenaires russes sont comparés à des sauvages ou à des terroristes pires que Daesh. Ah! C'est-à-dire que, du point de vue de Lou Vialet, Daesh est quelque chose d'acceptable. Daesh a des qualités comparables à celles de l'armée française. Alors que l'armée russe, c'est pire que Daesh. C'est pire que l'armée française. Hein? Là, on comprend pourquoi ils se sont tous rapprochés du terroriste qui a pris le pouvoir à Damas et qu'il lui caresse le poil dans le sens du poil. On comprend mieux. Ah, donc Daesh est mieux. Daesh, ceux qui ont assassiné plus de 130 Français le 13 novembre 2015 à Paris, ils sont mieux que les soldats russes qui n'ont pas tiré sur les soldats français, qui ne sont pas venus tuer des Français en plein Paris au Bataclan. Daesh est meilleur que les soldats russes. Ah oui, c'est ce qui est écrit ici à la page 27. Les soldats russes sont des terroristes qui sont pires que Daesh. Les viols, massacres et villages perpétrés par les Russes
et pillages perpétrés par les Russes ont magnifié les services rendus aux locaux par les Français. Oui, les Français qui, bien sûr, n'ont jamais violé, massacré, pillé. Jamais. Ah non, ça, jamais. Ils font pas ça. Donc, ce n'était pourtant pas le cœur de mission. Les témoins n'ont pas oublié les programmes d'aide sociale de la France, les aides aux micro-entreprises de la France, l'installation de châteaux d'eau de la France, la création de barrages de la France, les dons de médicaments, de vêtements, de nourriture et des fournitures scolaires de la France, la plantation d'arbres de la France, dans des écoles jusqu'aux tournois de football de la France, organisés ponctuellement avec les adolescents. Oh, quelle belle période! Oh là là, j'écrase une larme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous manque! La belle période des colonies. Ah non, Louvialet. Dans la vulgarité néocolonialiste grossière, on avait rarement fait mieux. Si l'idée d'un retour de Barkhane suscite un enthousiasme unanime parmi les rescapés de Wagner, ils n'y croient guère. Ils n'attendent plus grand-chose de la France. Les conditions de retrait de Barkhane ont marqué les esprits et l'arrivée de Wagner a profondément modifié la perception de la puissance française. Citation. Les Européens sont lâches et ont peur de la Russie. Fin de citation. Regrette Abdoul, sorti du cerveau de Louvialet. Citation encore. Ils ont plié bagage comme s'ils étaient un pays du tiers-monde et non une puissance mondiale. Fin de citation. Soutien Ramata, sorti du cerveau de Louvialet. Ha! Mon Dieu. Frères et sœurs, ils ont quitté Kidal pour l'Algérie. Voilà encore le pays où ils sont. Ceux qui témoignent pour Louvialet sont toujours dans des pays où on sait que ce sont les malfrats qui sont protégés. Hein? Là, il est place en Algérie. Hein? Ramata. Ramata est qui là? Ramata est... Hein? Ramata et son soi-disant frère sont en Algérie. Hein? Ramata et Abdoul sont en Algérie. Mais qui peut témoigner en bien pour le Mali en étant protégé par le régime pro-terroriste, le régime parrain de terroristes qu'il y a en Algérie, d'Abdelmajid Tebboune. Mais ce Louvialet, c'est vraiment un amateur, même dans la mystification. Vraiment, c'est bête de sa part, quoi. Il aurait dû placer ces personnages dans des pays amis du Mali, par exemple, hein, pour essayer de leur donner une vraisemblance. En disant, on les a interrogés au Burkina, on les a interrogés au Niger. Hein. Peut-être qu'il aurait pu semer un peu plus de doutes, parce que ce sont des pays qui sont dirigés par des dirigeants amis du Mali. Mais non, il choisit exactement les pays qui sont en réalité les bases arrières des terroristes, et il s'en va interroger les soi-disant donc rescapés de la tragédie malienne, qui ne sont rien d'autre que en fait les compagnons des terroristes, mais en fait qui ne sont rien d'autre que des personnages imaginaires qu'il a créés dans sa propre tête, et puis il essaye de présenter cela comme une enquête. On continue. Le sentiment anti-français est volatile et ne peut définir une politique africaine. Ça, c'est la dernière partie. En 2 ans, le Sahel est devenu le foyer d'une mutation géopolitique majeure, menaçant directement l'ordre de sécurité européen. Le départ de la France a permis à la Russie, puissance hostile, de s'implanter au cœur d'États fragiles, situés dans le grand voisinage de l'Europe. Libye, Mali, Burkina Faso et Niger. La montée du chaos dans ces dominions russes profite au régime de Moscou, garantit le pouvoir de ses alliés africains et menace la stabilité de l'Afrique et de l'Europe. Coucoulicou. Les diplomaties françaises et européennes focalisent leur attention sur la guerre en Ukraine, à l'Est, et se sont détournées de la guerre non conventionnelle menée au Sud par la Russie. Le sentiment anti-français dont la presse internationale, les services de propagande de Wagner et les régimes hostiles de la France se sont en fait les échos est une donnée changeante, variable, éphémère. Il ne peut représenter la clé de voûte de notre politique africaine. Fin de citation. L'individu se présente comme journaliste, géopolitologue, directeur du contrepoison.fr. Il ne mérite aucun de ces titres, peut-être seulement contre son soi-disant contrepoison qu'il dirige. Mais journaliste, non. Géopoliticien, géopolitologue, non. Ce que j'ai lu là ne relève ni du journalisme ni de la géopolitique. Maintenant, je voulais vous donner une première lecture brute, mais comme je ne voulais pas courir le risque
qu'on prenne des extraits de cette première partie et qu'on les publie comme si j'étais en train de soutenir le point de vue que je lis. J'ai de temps en temps ponctué ma lecture par de l'ironie contre l'auteur pour que cette partie ne soit pas utilisable comme si j'étais en train de faire la propagande et la diffusion massive de son article. Vous devez comprendre pourquoi je m'arrêtais souvent pour le tourner en bourrique. Pour qu'on sache très bien que ce n'est pas mon point de vue. Je suis juste en train de donner lecture d'une imposture. D'accord? Maintenant, on va procéder paragraphe par paragraphe. On va lui donner morceau par morceau la leçon qu'il mérite à ce pseudo-journaliste et à ce pseudo-géopolitologue. Et comme ça, tous ceux qui s'aventurent dans les questions africaines à partir de Paris sauront que les Africains sont vaccinés contre leurs nuisances. Les Africains ont leur contrepoison. Nous avons leurs médicaments, leurs fétiches. Et ils sont attachés au fond de nos canaries, ces individus. Terminé. Ils n'en sortiront pas. Commençons par Barkhane, le temps béni du Mali. Le titre de l'article même est une incongruité. L'État malien n'a jamais demandé à l'armée française de se rendre sur son territoire. En 2013, le 9 janvier, celui qui fait office de chef de l'État malien s'appelle le professeur Dioncounda Traoré. Il est vivant, il est à Bamako. Quand il écrit au président français François Hollande, il demande au nom de la République du Mali, ayant appris que les terroristes qui déferlent depuis la Libye ont l'intention de venir sur Bamako, il demande à la France deux choses, deux services. Premier service, un appui feu aérien, c'est-à-dire comme l'armée française dispose d'une aviation opérationnelle au Sahel, qu'elle aide l'armée malienne en bombardant les colonnes terroristes. Et la deuxième aide demandée par le Mali à la France, c'est de donner à l'armée malienne le renseignement aérien, puisque la France dispose de satellites au-dessus du Sahel, qu'elle donne la carte des mouvements de l'ennemi à l'armée malienne. L'armée malienne, elle, s'engageait sous le président Dioncounda Traoré à mener le combat au sol. Il n'était pas question qu'un seul soldat français descende sur le sol malien. C'est donc contre la volonté et du peuple malien et des autorités maliennes. Et nous avons la lettre originale adressée par le président Dioncounda Traoré au président Hollande. C'est contre la volonté du peuple et des autorités maliennes que François Hollande envoie pratiquement 6 000 hommes sur le sol malien. Et c'est sur ces conditions, c'est sur cette base que vont prospérer toutes les opérations militaires françaises jusqu'à la décision de leur retrait sous le président Assimi Goïta. Donc si Lou Vialet était quelqu'un de réfléchi, il commencerait même par ne pas donner ce titre à son article. Barkhane n'a jamais représenté le temps béni du Mali. Barkhane représentait une période d'occupation néocoloniale du sol malien par l'armée française. Paragraphe suivant, prenons le chapeau. Il dit que le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir. C'est faux. Ce sont les Maliens qui dirigent le Mali. Le président du Mali s'appelle Assimi Goïta. Le premier ministre du Mali s'appelle... le général de division. Oui, donne-moi. Voilà. Ma modération me dit, continue d'écrire Good Live. N'hésitez pas à mettre des emojis côté TikTok, parce qu'ils continuent de nous attaquer sur TikTok. N'hésitez pas à mettre des emojis côté TikTok et à écrire Good Live. Parce qu'ils continuent d'attaquer, ils essayent de signaler le live. Mais pourtant, je fais un travail honnête là. Je lis l'article du type, et ensuite je le critique. Comment on peut dire que ce que je fais là n'est pas sérieux? C'est très sérieux. Et ce n'est pas la première lecture. Hein. Je l'ai lu au moins 10 fois. Depuis que j'ai acheté le journal, j'ai lu l'article 10 fois. Je connais l'article là presque par cœur. Et je donne d'abord lecture de l'article à mes amis. Mes amis qui écoutent cette émission savent ce que l'adversaire dit. Maintenant, je le déconstruis et vous vous mettez à pleurer. Vous attaquez mes machines, vous faites tout. Écrivez Good Live, faites des emojis et surtout partagez. N'oubliez pas de partager l'émission. Partagez l'émission. Massivement. Alors,
Le départ des soldats français déployés au Mali a permis à la Russie de s'implanter au cœur du pouvoir. En soutien à la junte militaire, les mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur en systématisant massacres, viols et pillages dans certaines régions. Notre envoyé spécial a rencontré des survivants de cette épuration ethnique. Le chapeau est un mensonge. D'abord, ce sont les Maliens qui dirigent le Mali. Je dis bien le président Assimi Goïta, le premier ministre Abdoulaye Maïga, le président du conseil de transition. Hein, on les connaît tous. Les Maliens qui dirigent le Mali. Il n'y a pas un Russe qui dirige le Mali. C'est faux. Des mercenaires de Wagner ont instauré un régime de terreur. Il n'y a pas de Wagner au Mali. Il y a des alliés russes de l'armée malienne. Le Mali a signé un accord de coopération militaire avec la Russie. Et les Russes qui sont présents au Mali le sont officiellement, dans le cadre d'un accord de coopération entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, mais ils sont au Mali avec l'accord de l'État malien. Ils sont au Mali avec l'accord du peuple malien. Alors que l'armée française a été priée de quitter le Mali officiellement par l'État malien et le peuple malien. Voilà la vérité. Donc le chapeau ne vaut rien. Critiquer la présence des Russes au Mali n'est pas du... Critiquer la présence des Russes au Mali de la part d'un défenseur du colonialisme et du néocolonialisme français, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y aurait au Mali quoi? Des massacres, des viols, des pillages, etc. systématiques. C'est faux. Moi, je suis un visiteur régulier du Mali. Lou Vialet n'était pas au Mali. Et son fameux envoyé spécial n'existe pas au Mali. Il n'a aucun envoyé spécial au Mali. Son envoyé spécial, c'est son cerveau spécial qui fabrique des histoires spéciales afin d'abonder la thèse et les intérêts néocolonialistes français. Moi, je suis un visiteur du Mali, au moins 2 voyages par an, pratiquement depuis 10 ans. Lou Vialet ne connaît pas le Mali. L'article a écrit sur le Mali est un tissu de mensonges. Premier paragraphe. Il y aura bientôt plus de soldats français au Sénégal, déclarait fin novembre le président sénégalais. En 2 ans, l'armée française a battu en retraite du Mali, Burkina, etc. Elle s'apprête désormais à plier bagage du Tchad, du Sénégal et ses effectifs diminueront en Côte d'Ivoire, Gabon. Ce déclin accéléré n'est pas le fruit d'une stratégie pensée et planifiée par le président, mais le résultat d'un attentisme qui a fini par anéantir l'autorité de la France. Donc pour Lou Vialet, il aurait fallu que l'armée française s'impose par la force et qu'elle demeure en Afrique. Et que le président Macron a fait preuve de faiblesse. Ce premier paragraphe est basé sur, en fait, l'ignorance du rapport de force réel. L'armée française ne peut plus battre militairement les armées africaines à la guerre. Monsieur Vialet, dites que j'ai dit ceci. L'armée française, là, ne peut plus battre militairement les armées africaines à la guerre. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas battre militairement le Mali, le Burkina et le Niger. Et elle est en train de partir du Tchad parce qu'elle ne peut plus battre militairement les Tchadiens. L'armée française ne peut pas supporter une guerre contre le Sahel. Il n'y a pas de soldats français prêts à mourir pour coloniser et recoloniser le Sahel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'armée française capable de mener une guerre de recolonisation du Sahel. Donc vous devez écrire ceci. L'armée française a été contrainte de quitter le Mali, le Burkina et le Niger. Elle est contrainte de quitter le Tchad. Elle est contrainte de quitter l'Afrique parce qu'elle ne peut plus s'imposer militairement contre l'Afrique. Le président Macron a pris acte d'un rapport de force strictement militaire. Moi, je le dis parce que j'analyse le rapport de force militaire qui s'est constitué sur le terrain, notamment à partir de la naissance de l'alliance des États du Sahel et à partir de l'alliance entre le Mali et l'armée russe, l'alliance entre le Burkina Faso et l'armée russe, l'alliance entre le Niger et l'armée russe. L'armée française, militairement, n'était plus en capacité d'affronter une armée sahélienne. C'est pour cela que le président Macron retire les armées françaises. Si l'armée française avait une supériorité militaire écrasante sur les armées sahéliennes, elle les aurait écrasées et elle serait demeurée au Sahel. Prenez un exemple très simple. Analysez ce qui s'est passé au Niger avant que l'armée française se retire et même que l'ambassadeur de France se retire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un duel où le président Macron a menacé d'intervention militaire directe contre le Niger, n'est-ce pas? Il s'est même opposé au départ de son ambassadeur. Oui ou non? Mais finalement, qui a gagné le duel? Qui a gagné le duel, Lou Vialet? Nous étions là quand le président Macron a dit on ne bouge pas.
Mon ambassadeur ne bouge pas, se comportant comme s'il était le régent du Niger. Comme si l'État nigérien n'existait pas, que c'est l'État français qui était le super État nigérien. Au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur de France est parti, en courant, en se cachant, et l'armée française est partie. Vous savez pourquoi l'ambassadeur de France est parti? Est-ce que vous savez pourquoi l'ambassadeur de France est parti? Il est parti parce que l'armée française n'a pas été capable de gagner la guerre qu'elle envisageait contre le Niger. Nous savons qu'une guerre était envisagée contre le Niger. Cela a été confirmé par les propos du représentant spécial du chef de l'État français en Afrique, M. Jean-Marie Bockel. M. Bockel a dit que 2000 soldats français avaient été rapidement projetés à Abidjan pour intervenir militairement au Niger. Mais qu'est-ce qui les a empêchés de partir de Côte d'Ivoire pour prendre Niamey? C'est parce que, entre-temps, ils ont pris acte du fait que était née l'Alliance des États du Sahel, rassemblant les 3 armées sahéliennes, aujourd'hui, qui sont désormais une seule armée, dans l'espace de l'AES, Mali, Burkina, Niger. Mais l'ancienne puissance coloniale française a aussi pris acte du fait que ces pays avaient désormais pour super allié militaire la Fédération de Russie. Il n'y a aucun calcul militaire français dans lequel il soit prévu que M. Macron remporte une guerre contre la Russie. Il ne peut pas vaincre la Russie en Europe, il ne peut pas la vaincre en Afrique. Il le sait. Donc, Louvialet dit que le président Macron a perdu pied au Burkina, au Mali, au Niger, bientôt au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon par attentisme. Non, ce n'est pas par attentisme. C'est parce que le rapport de force militaire, le rapport de force géostratégique sur le terrain n'est plus à l'avantage de la France. C'est terminé. La supériorité militaire de l'armée française sur les armées africaines a pris fin. Et cela a été dit même par quelqu'un qui est très proche encore des intérêts français, que j'ai appelé l'aventurier ambigu de Dakar. Ousmane Sonko, dans sa dernière déclaration. Que dit Ousmane Sonko dans sa dernière déclaration? Il y a un paragraphe de sa dernière déclaration que Louvialet devrait méditer avant d'écrire ses insanités. Je vais lui rapporter ce paragraphe-là qu'il n'a peut-être pas lu. Ousmane Sonko fait un diagnostic. Il fait un diagnostic de l'état de la puissance militaire française en Afrique. Puisque le président Macron dit que sans la France, il y a des États africains qui auraient déjà disparu. Quelle est la réponse que Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, lui a apportée? Je vais aller chercher les propos d'Ousmane Sonko pour ici moucher Louvialet, qui n'a pas pris acte du fait que c'est l'impuissance de la puissance militaire française qui se sanctionne par son retrait. C'est parce qu'elle ne peut pas se payer le luxe de faire la guerre aux Africains. Elle n'en a plus les moyens. Elle n'en a plus les moyens, elle n'en a plus les effectifs, elle n'en a plus. Alors, Ousmane Sonko, on lui donne la parole. Je vais simplement aller voir le paragraphe de sa dernière déclaration où il l'a dit clairement. Ousmane Sonko. Alors, hop, qu'est-ce qu'il a dit? Sonko Ousmane, je vais sur sa page, j'y suis. Voilà, hop. Voilà. Quand il dit, le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin, Emmanuel Macron aurait déclaré a déclaré qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France s'était déployée. Fin de citation. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Que dit Ousmane Sonko là? Je répète les propos d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ousmane Sonko acte le fait que la France n'est pas une puissance militaire capable de contraindre les Africains aujourd'hui. Il dit elle n'a ni la capacité de sécuriser l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains savent très bien que l'armée française ne peut plus les soumettre militairement. Il y a peut-être des gens à Paris qui continuent à penser qu'ils ont la possibilité
de vaincre militairement les Africains. Mais les Africains savent que l'armée française ne peut plus les battre militairement. Elle ne peut pas recoloniser militairement l'Afrique. Ce n'est pas possible. Même le prétendu modéré du Sénégal, que j'ai appelé pour le critiquer, l'aventurier ambigu Ousmane Sonko, le sait. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Voilà. La capacité, n'a pas la capacité. Et moi, quand j'ai vu à Niamey, en visitant Niamey la première fois, en 2023, j'ai été sur la base 101, où étaient stationnées les troupes françaises. Et j'ai vu le dispositif qu'il y avait autour de ces troupes. Mais j'ai compris pourquoi ils sont partis. Ils ne pouvaient pas vaincre militairement l'armée nigérienne. Vu la manière dont ils étaient encerclés par l'armée nigérienne et par le peuple nigérien, ils avaient tout à fait intérêt à partir pacifiquement. C'était un rapport de force militaire à Niamey qui a déclenché le départ de l'armée française. Ce n'est pas un rapport de force imaginaire. Ils ne pouvaient pas engager une action militaire contre l'armée nigérienne. C'était trop risqué pour les troupes françaises. C'est un fait. Les historiens militaires qui peuvent aller visiter le Niger et revoir les événements de cette période-là pourront attester de ce que je vous dis. C'était un rapport de force militaire défavorable à l'armée française qui explique qu'elle n'ait pas attaqué le Niger à partir de la Côte d'Ivoire, qui explique qu'elle se soit retirée, en fait, du Mali, retirée du Burkina, retirée du Niger, même du Tchad. C'est parce que l'armée française a évalué sa capacité à attaquer militairement ces régimes. Et elle s'est rendue compte qu'il pourrait y avoir un effet domino désastreux pour tout son dispositif, si elle se permet une attaque frontale contre un pays africain. Bref, en fait, en 2025, nous ne sommes plus à l'époque de 2011, où Sarkozy, Obama, Kadhafi se levaient et se mettaient à bombarder un pays comme ça. C'est pas comme ça que ça va se passer. Et l'armée française a pris acte, et les dirigeants français ont tout à fait pris acte que le rapport de force militaire, même sur le terrain, a changé. Écoutez, au Sénégal, il y a 300 militaires français à tout prendre. Vous pensez que 300 militaires français peuvent soumettre le Sénégal? Il y a des milliers de militaires français au Tchad, mais il y en a infiniment plus de Tchadiens. Et les militaires français qui sont au Tchad, il y a longtemps qu'ils n'ont plus combattu vraiment en situation réelle. L'armée tchadienne est sur le terrain, elle est plus aguerrie en Afrique que l'armée française. Parce qu'en fait, l'armée française est toujours restée en deuxième plan par rapport à toutes les opérations qu'elle a menées. Les Africains devant, elle derrière. Vous ne voyez pas l'armée française aujourd'hui prendre le risque de se mettre nez à nez avec 3-4 armées africaines. Mais ça va être la Bérésina, ça va être pire que la défaite de Napoléon aux portes de la Russie. Ça va être pire que Bien Dien Phu. Donc, je voudrais que Lou Vialet et tous les spécialistes parisiens, les affaires africaines, prennent acte du changement du rapport de force militaire. Bien sûr, il y a un argument qu'on peut toujours dire. Ah, la France dispose de l'arme atomique. Mais les alliés de l'Afrique en disposent aussi. Oui! Parce que le dernier argument, l'argument suprême pour menacer les Africains, c'est nous avons des bombes atomiques, on va vous en jeter. Mais nos alliés en ont aussi. Nos alliés en ont aussi. Ça ne sert à rien de nous menacer d'agression atomique. Les alliés de l'Afrique en ont aussi. Donc, dans ces conditions, la question militaire a été évacuée par le rapport de force. Et Lou Vialet, dans son article, part du principe que l'armée française aurait toujours une supériorité militaire qu'elle n'a pas utilisée. Elle ne l'a plus. La France n'a plus les moyens d'assurer la domination, la suprématie militaire sur l'Afrique. Voilà d'ailleurs pourquoi le dispositif militaire français est en train de s'encastrer dans le dispositif militaire de l'OTAN. Voilà pourquoi sont les États-Unis qui mènent la barque de l'Occident maintenant en Afrique, parce que c'est la seule puissance qui en a encore les moyens en Occident, les Américains. Tous les autres s'accrochent derrière l'OTAN, s'accrochent derrière l'Africom, le commandement américain créé pour l'Afrique, et marchent dans son sillage. Voilà la vérité. Deuxième paragraphe. Depuis la fin de l'opération Barkhane, près de 200 civils ont été auditionnés. Mais ils ont été auditionnés où? Ces civils-là, en quoi sont-ils représentatifs du peuple malien? Ils ont été auditionnés par qui? Quelles sont les garanties que ces civils ne sont pas des personnages imaginaires? Qui les a auditionnés? Monsieur ne nous dit pas. Tous ont vécu l'arrivée de Wagner au Mali comme un basculement dans l'horreur et regrettent le départ du protecteur français. Mais monsieur Lou Vialet, il faudrait étudier l'histoire des crimes de guerre de l'armée française au Mali. Depuis, prenons simplement le XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours. Et il n'y a aucune comparaison possible entre les crimes de guerre de l'armée française au Mali
et tout ce que vous pouvez inventer sur les alliés russes de l'armée malienne. Il n'y a aucune comparaison possible. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française au Mali l'emportent de loin. Et il faut se moquer de la mémoire malienne et de la mémoire africaine pour prétendre que les soldats français représentent essentiellement des souvenirs positifs et heureux pour les Africains. Un Africain qui connaît l'histoire de son pays ne peut pas avoir la perception que vous prêtez à vos 200 interrogés. Vous avez interrogé qui? Vous prétendez des chômeurs, des étudiants, des bergers, des comptables, des gardiens, des pompistes, des infirmiers ou des mères au foyer, qui vivaient dans les communes sécurisées par Barkhane au centre et au nord du pays. Mais Barkhane a sécurisé quelle commune? Tout le temps que Barkhane a été là, le terrorisme s'est métastasé du nord du Mali vers toutes les autres régions. En 2013, le terrorisme était localisé, géolocalisé dans la partie extrême nord du Mali. Après l'arrivée de Barkhane, le terrorisme est descendu jusqu'aux frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout le territoire malien a été métastasé par le terrorisme. Donc la présence de Barkhane a été sanctionnée par une amplification du phénomène terroriste. Et depuis que Barkhane est parti, l'État malien est redevenu la principale puissance du territoire malien, reconquérant une base, une ville que l'armée française avait précisément empêché l'armée malienne de conquérir en 2013-2014, Kidal. Nulle part dans son article, ce plumitif ne parle de Kidal. Il ne parle de la reconquête du territoire malien par les forces armées maliennes. Il ne parle de la reconquête de zones que jamais Barkhane n'a aidé l'armée malienne à reconquérir. Nulle part, il ne parle des victoires et des grandes batailles des Fama. Parce qu'il a besoin de justifier, de légitimer le projet de colonisation et de recolonisation ad vitam aeternam de l'Afrique. Continuez, mes chers amis, à mettre des émojis, continuez à partager, continuez à marquer good life. D'accord? Donc, ce monsieur-là, il nous parle de Barkhane comme étant l'âge d'or de la coopération militaire entre les puissances étrangères et le Mali, alors que pour les Maliens, rétrospectivement, Barkhane, c'est synonyme de l'effondrement continu de l'État malien. Barkhane a échoué. Et Barkhane ne pouvait qu'échouer puisque le projet de Barkhane, ce n'était finalement pas de mettre fin au terrorisme, mais de le stabiliser au Mali. Parce qu'en fait, Louvialet fait semblant, comme beaucoup de pseudo-spécialistes parisiens, d'oublier que les Africains connaissent la nature de l'opération qui déstabilise le continent. Elle a commencé par la destruction de la Libye, par l'OTAN. Obama pour les États-Unis, Cameron pour la Grande-Bretagne, Sarkozy pour la France, ont consciemment conçu la destruction de la Libye. Lors de cette opération, Al-Qaïda et l'État islamique ont été armés. Al-Qaïda et l'État islamique ont ensuite attaqué le Sahel, conformément au plan. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Africains, les Tchadiens, les Camerounais, tous les pays attaqués par les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique savent très bien que c'est la destruction de la Libye qui a été le coup de semonce, le lancement. Et ils savent que les deux principales organisations terroristes sont des alliés des puissances de l'OTAN au Moyen-Orient, comme on l'a vu sur le tableau blanc de la Syrie, où Ahmad al-Sheri, qui est un leader terroriste de l'État islamique et d'Al-Qaïda, se retrouve chef de l'État syrien avec la bénédiction de toutes les capitales occidentales, qui font ami-ami avec lui et disent qu'il a coupé sa barbe, et que sa mise à prix à 10 millions par les Américains n'est plus valable. Donc, les Africains savent très bien que les grandes puissances occidentales sont alliées aux organisations terroristes au Moyen-Orient. Et ils comprennent que c'est cette alliance qui les déstabilise également dans leur continent. Vous comprenez? Ça, les Africains le savent. Et ce n'est pas l'article de M. Louvialet qui peut y changer quoi que ce soit. Les Africains savent à quoi ils ont affaire. En 2014-2013, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, demande à Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, de ne pas utiliser le veto russe pour empêcher l'intervention militaire de la France au Mali. Lavrov lui dit, d'accord, la Russie n'interviendra pas, mon cher Laurent, mais vous vous préparez à combattre au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et voici la réponse de Fabius, c'est la vie. Laurent Fabius répond, c'est la vie. Donc la vie, c'est la duplicité. On arme les terroristes en Libye, ils attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, et on vient proposer au Burkina, au Mali et au Niger de combattre les terroristes qu'on a armés avec eux. Ça s'appelle stabiliser le terrorisme.
et non pas le combattre. Stabiliser le terrorisme et non pas le combattre. D'accord? Alors donc, troisième paragraphe. Leurs témoignages sont aux antipodes des diatribes des putschistes de Bamako. Alors, il faudrait quand même rappeler, puisqu'il parle de putschistes, il parle de junte, que la 5e République française est née d'un coup d'État. Le général de Gaulle, dont d'ailleurs le grade de général avait été annulé, et qui a normalement, selon une enquête récente, fait toute sa carrière comme colonel, et n'a été payé que comme colonel, même comme retraité. Le général de Gaulle, eh bien, a pris le pouvoir en France par une rébellion et un coup d'État. C'est un putschiste. L'appel qu'il a fait le 18 juin 1940 depuis Londres, c'est un appel de coup d'État. C'est un appel au coup d'État. Oui ou non? Nous sommes fiers en France du fait que la 5e République ait pu résister contre Hitler, le nazisme et le fascisme. D'ailleurs, grâce largement aux troupes noires américaines, noires africaines, aux troupes eh bien, d'Afrique du Nord, maghrébines, arabes, berbères et consorts. Cette défaite contre Hitler, eh bien, elle était nécessaire. OK, mais enfin quand même. Au départ, c'était un coup d'État. Au départ, le général de Gaulle est à la tête d'une junte. Il n'a pas d'abord été élu pour être président de la France. Il a fait la guerre contre le gouvernement qui était légal et légitime. Il l'a renversé. Il a cherché des alliés en Afrique, en Angleterre et aux États-Unis. Et c'est comme cela qu'il est arrivé au pouvoir. La première fois que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, ce n'était pas par élection. C'était par rébellion, par coup d'État. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière d'écrire l'histoire de la 5e République, vous devez avoir l'honnêteté de dire qu'elle est née d'un coup d'État, d'une rébellion, qu'on a habillé du concept, on va dire, idéalisant et embellissant de résistance. Oui ou non? Donc, quand vous parlez des révolutionnaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, n'oubliez pas les 3 doigts de votre main qui pointent le général de Gaulle, putschiste, fondateur de la 5e République française. Et si vous avez une bonne conscience de cette histoire putschiste, rebelle, de cette histoire, eh bien, juntarde de la naissance de la 5e République, normalement, vous utiliserez moins hardiment ce type de qualificatif lorsque vous avez affaire à des régimes qui sont populaires, aimés des Africains, des régimes qui ont une légitimité morale et spirituelle au cœur de leur peuple. Alors, leurs témoignages sont aux antipodes, nous dit Lou Vialet, des diatribes des putschistes de Bamako, qui, avec une rhétorique volontairement dégagiste et anticolonialiste, ont causé le départ de la France. Mais est-ce que l'anticolonialisme africain n'est pas justifié? Un pays qui est occupé par des bases militaires d'une puissance étrangère, est-ce que c'est un pays souverain? Un pays qui est occupé par la monnaie fabriquée par une puissance étrangère, est-ce que c'est un pays souverain? Un pays dont les dirigeants sont imposés par une puissance étrangère, est-ce un pays souverain? Un pays qui ne peut pas se référer à sa propre tradition, à sa propre culture, pour fonder ses institutions, est-ce un pays souverain? L'anticolonialisme est-il, oui ou non, légitime, d'un point de vue intellectuel, moral et politique? Réponse, oui. Donc, le combat anticolonialiste contre la présence néocolonialiste de la France en Afrique est politiquement, moralement, spirituellement et historiquement légitime. Quelle que soit votre manière de vous placer, Lou Vialet, contre ce combat, vous ramez à contre-courant de l'histoire et du sens. Vous ramez à contre-courant, eh bien, de l'émancipation humaine. 3e paragraphe. Monsieur cite une certaine Mariam, 27 ans, malienne et touareg, qui aurait été violée par 5 Russes pendant 2 heures. Mais, monsieur Vialet, qui croyez-vous pouvoir convaincre avec ce genre de récit, fabriqué avec le style romanesque le plus plat, le plus prosaïque, dont vous soyez capable? Mariam n'existe pas. C'est une invention de Lou Vialet. Les victimes de Wagner sont des survivants. Rencontrer les mercenaires russes a été un choc. Youssouf, 23 ans, ne peut se départir de l'image de ces bergers morts, brûlés vifs, etc., etc. Youssouf est une invention du cerveau de M. Lou Vialet. Il n'a jamais été au Mali, qui n'a jamais mené une enquête au Mali, et qui fabrique de soi-disant témoignages et de soi-disant enquêtes à partir de ses propres fictions. L'apparition des mercenaires est synonyme d'épouvante. On les a entendus débarquer sur des hélicoptères la nuit, etc. Ça sont des scènes d'invasion coloniale. Monsieur Lou Vialet devrait aller lire tous les reportages de guerre qui ont restitué les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de l'armée française.
Ce qu'il raconte là correspond parfaitement à ça. Mais au Mali, nous savons que l'armée malienne, les FAMA, est en alliance avec la Fédération de Russie, donc avec l'armée russe, et que les opérations sont menées dans l'intérêt de la souveraineté, de la protection et de la dignité des Maliens. Nous savons aussi, pour être un visiteur et un connaisseur intérieur du Mali, que les tribunaux maliens fonctionnent. Ils condamnent régulièrement les abus, les excès qui peuvent apparaître ça et là dans le cadre des opérations militaires. L'armée malienne ne bénéficie d'aucune impunité. Les alliés russes de l'armée malienne ne bénéficient d'aucune impunité. Tout ce monde-là agit de façon concertée et dans le cadre des accords de coopération militaire russo-malienne. Écrivez ça. Oh, les incursions sanglantes relatées par les victimes de Wagner sont comparables à des razzias. Vous essayez par tous les moyens possibles de réduire la question de l'indépendance, de la souveraineté du Mali à une affaire de Wagner. Mais les Africains se fichent pas mal de votre chantage à la Wagner. Parce que même à supposer que le Mali ait passé des accords avec la société militaire privée, la compagnie de mercenaires Wagner, mais ce n'est pas le problème de la France. C'est le problème du Mali. La France est un pays qui détient plusieurs sociétés de mercenaires. Par exemple, celles qui interviennent au Congo et qui soutiennent le régime de Tshisekedi, qui sont dirigées par des anciens de l'armée française. Hein? Vous n'en parlez pas, Lou Vialet. Toutes les sociétés de mercenaires français qui ont strié l'Afrique, qui ont participé à organiser des coups d'État en Afrique, qui ont organisé des guerres, des déportations, des crimes de masse, vous n'en parlez pas. Et vous pensez pouvoir faire chanter les Africains avec cette histoire de Wagner. Les Africains se fichent pas mal de ce chantage. Les Africains sont imperméables à ce chantage. Parce qu'après tout et avant tout, de toutes les façons, c'est aux Africains de choisir qui reste chez eux, qui vient chez eux et qui part. C'est pas à vous. Alors, maintenant on arrive à la page 26, à la stratégie de M. Lou Vialet qui consiste à dire que l'armée malienne et ses alliés russes sont en train de faire de l'épuration ethnique au Mali. Quel est le but de cette accusation infondée? Le but de cette accusation, c'est de monter les ethnies maliennes les unes contre les autres, dans un schéma comparable à celui qui a été utilisé par les mêmes au Rwanda. On n'a pas oublié que le pouvoir français de Mitterrand soutenait au Rwanda le régime d'Abiyarimana. Le régime d'Abiyarimana, dont les milices extrêmes et radicales s'appelaient les Interahamwe. Il était soutenu par Paris. Et Kagame, pour prendre le pouvoir à Kigali, a exploité ce soutien de Paris aux Interahamwe et au régime de Kigali, alors dirigé par le président Juvenal Habyarimana. C'est profitant de cela et de l'assassinat de Habyarimana que Kagame va piéger ses adversaires, puisque les radicaux du régime Hutu de Habyarimana s'emparent de leurs machettes et commencent à tuer leurs frères Tutsi et Hutu modérés. Voilà la faille par laquelle Kagame a la légitimité morale, spirituelle, militaire pour entrer à Kigali avec ses troupes. Mais enfin, qui a laissé le dispositif génocidaire se mettre en place? C'est la France de Mitterrand. Aujourd'hui, toutes les études établissent qu'elle voyait venir le génocide et qu'elle ne l'a pas empêché. Pourquoi? Parce que le dispositif génocidaire lui permettait de renforcer son allié, croyait-elle, qui était Juvenal Habyarimana. Malheureusement, celui-ci est tué par les forces rebelles qui tirent sur son avion et tuent d'un coup, d'ailleurs, 2 présidents. Le président Habyarimana et le président du Burundi, Melchior Ndadaye. Un tir, 2 coups sur l'avion. Donc, Lou Vialet, dans la page 26, essaye de présenter l'armée malienne et l'armée russe comme étant des armées d'épuration ethnique. Il essaye de dresser les communautés Peul, Touareg d'un côté, contre les autres communautés maliennes. Il essaye de dresser la région du Nord contre la région du Sud. Lou Vialet, à la page 28 et à la page 26 et à la page 27, essaye de présenter le Mali comme étant un pays divisé, ethniquement divisé, régionalement divisé, religieusement divisé, un pays qui ne peut que
exploser, imploser, et un pays qui ne doit qu'imploser et exploser pour qu'on trouve une paix internationale. Bref, en fait, ces 2 pages sont consacrées à inciter à la partition du Mali, inciter à la division du Mali, inciter à la guerre civile au Mali, inciter à la confrontation des communautés maliennes. Car les faux témoignages mis en épingle par Louvialet ont pour but d'exacerber les passions ethniques et de jeter les Maliens les uns contre les autres. Mais Louvialet échoue parce qu'il ignore ce que c'est que le Mali. Moi, je connais le Mali. Depuis plus de 10 ans, j'en suis un fils adoptif et je l'ai visité de long en large. Le Mali est l'un des pays les plus mixés, les plus métissés, les plus mélangés d'Afrique noire. Les ethnies que Louvialet essaye d'opposer, d'un côté les Peuls et les Touaregs, et de l'autre côté les Bambara, les Dogons et consorts, ces ethnies sont tissées les unes dans les autres. Les familles maliennes sont toutes composées de Bambara, de Dogons, de Peuls, de Touaregs. Ce sont des familles mélangées. Et cela s'applique dès le départ à la famille du chef de l'État malien actuel. Vous pouvez juste regarder la famille du président Assimi Goïta. Et vous retrouvez cela dans toutes les familles maliennes. Ce sont des familles où il y a de nombreux liens entre les ethnies, à travers les mariages, à travers les cousinages, à travers les alliances et à travers les interactions culturelles, à travers la langue, à travers les traditions, à travers la mémoire des griots. Les peuples maliens sont des peuples mixés. Louvialet et vos maîtres parisiens, vous ne réussirez pas à déclencher un génocide au Mali. Vous êtes vaincus par nos ancêtres angélisés par le Tout-Puissant, vous êtes vaincus. Vous avez voulu faire de la région de Mopti, le centre du Mali, le point de départ d'épisodes génocidaires qui avaient pour but d'exploser le Mali. Cela ne marchera pas. On a habillé en Dogon des criminels pour s'attaquer à nos frères Peuls et déclencher la revanche de la communauté Peul contre leurs frères Dogon. On a habillé en criminels, on a habillé en Peul des criminels pour s'attaquer à nos frères Dogon, dans le but de pousser les Dogons à se venger contre leurs frères Peul. Plusieurs fois, ces opérations de camouflage, ayant pour but de déclencher des épisodes génocidaires, ont été contrecarrées, non seulement par la sagesse des communautés, mais par la vigilance de l'État et du gouvernement. C'est bien plutôt l'échec de ce schéma génocidaire qui fait pleurer Louvialet. Les personnages imaginaires qu'il crée ici n'existent pas dans la réalité malienne. Dans la réalité, les communautés maliennes savent que les puissances colonialistes, néocolonialistes et impérialistes ont toujours instrumentalisé le phénomène ethnique pour s'assurer la domination sur le pays. On a besoin d'organiser des crimes contre les Peuls en les attribuant aux Dogons pour créer des frictions entre les communautés Peuls et Dogons et imposer la volonté du colon. C'est ainsi depuis la période négrière, en passant par la période coloniale. Et c'est le même schéma que Louvialet teste ici. Il invente un récit de la confrontation ethnique, un récit de la confrontation communautaire dans l'espoir que cela arrive sur le terrain. Voilà pourquoi les autorités maliennes doivent sérieusement se pencher sur ce genre d'écrit et continuer à juger et à condamner pour incitation au génocide, incitation au crime contre l'humanité, ce type d'individus, et en leur donnant des mandats d'arrêt internationaux. Lui qui fait ses enquêtes sur le Mali en restant dans son bureau à Paris, lui qui a un enquêteur dans sa tête, il faudra qu'il sache qu'avec ce genre d'écrit, il ne pourra pas circuler en Afrique noire. Il ne pourra même pas venir pour aller en vacances. Il ne pourra pas venir. Parce que ça, ce type d'écrit est un écrit potentiellement criminel. Ce sont des écrits qui ont pour but d'exacerber les passions ethniques, qui ont pour but d'exacerber le tribalisme, qui ont pour but de jeter les Africains les uns contre les autres, afin d'affaiblir les États africains et de rendre possible leur recolonisation. C'est ça le but de l'écrit. Il n'y a aucune trace de source, aucune trace de fiabilité des sources qui sont évoquées. Dans la dernière partie de son écrit, le fameux monsieur Louvialet, après avoir fait de la manipulation ethnique, de la manipulation régionaliste et religieuse, dans le but d'exacerber et, croit-il, de servir le projet de recolonisation
par la division au Mali, cette fois-ci, il affirme une thèse énormément contre-intuitive, une thèse incongrue. Il dit que les Maliens sont nostalgiques de l'époque de l'occupation militaire française. Il invente des Maliens imaginaires qu'il aurait rencontrés en Mauritanie, qu'il aurait rencontrés en Algérie. Des Maliens imaginaires qu'il aurait rencontrés hors du Mali et qui lui disent que le bon vieux temps où toutes les Maliennes et tous les Maliens étaient heureux, c'est quand le Mali était occupé par l'armée française. Mais la question est la suivante, mais pourquoi les Maliens sont-ils massivement sortis un 14 janvier 2022 pour appeler au départ de l'armée française? Vous pensez que les Maliens sont fous? Pourquoi sont-ils levés pour appeler au départ? Dans leur écrasante majorité, ils étaient presque 5 à 6 millions dans les rues du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour appeler au départ l'armée française. S'ils ont demandé à l'armée française de partir, c'est parce qu'ils ont compris que l'armée française ne combattait pas le terrorisme. Et que la présence de l'armée française stabilisait le terrorisme. C'est ce que le Malien et la Malienne ont compris. Ils sont sortis de l'euphorie dans laquelle ils sont tombés en 2013, lors de la première intervention de l'armée française dans cette séquence historique, pour aller vers la réalité. Et je vous rappelle que les Maliens ont pris conscience de cela progressivement. Les premiers Maliens à avoir compris que cette armée ne venait pas combattre le terrorisme, ce sont les militaires maliens. Et le président Assimi Goïta, qui était commandant des forces spéciales du Mali, a eu l'occasion d'être désarmé par l'armée française, alors qu'il voulait aller combattre les terroristes et qu'il était sûr de remporter des victoires fondamentales contre eux. Lui et ses compagnons ont été désarmés au Mali par l'armée française, empêchés de rétablir l'autorité de l'État malien sur des colonnes ennemies. Donc, la conscience du double jeu de la présence française au Mali, elle a commencé par se faire à l'intérieur des armées. Mais cette conscience existait déjà dans la haute classe politique. C'est par lâcheté que Dioncounda Traoré n'a pas eu le courage de dire la vérité. Très tôt, il aurait pu dire « Monsieur Hollande, je ne vous ai pas demandé d'envoyer vos soldats au sol. Monsieur Hollande, je vous ai uniquement demandé un appui aérien et je vous ai demandé un appui en renseignement. Laissez l'armée malienne au sol, nous pouvons combattre et vaincre ces prétendus djihadistes, qui ne sont rien d'autre que les terroristes d'ailleurs, que vous avez armés au Mali, en Libye, contre nous. C'est le manque de courage de la hiérarchie politique malienne, depuis le temps de Dioncounda Traoré au moins, jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta. C'est cela qui explique le retard de la réaction de la population malienne. Parce que si la population malienne possédait les informations sur ce double jeu de l'intervention française très tôt, la population malienne, là, le peuple malien, je connais sa psychologie. Elle aurait forcé les dirigeants à demander à l'armée française de partir. Parce que je tiens à vous dire que ce sont d'abord les Maliens. C'est d'abord le peuple malien, dans son écrasante majorité, qui a demandé au départ de l'armée française. Ce ne sont pas les militaires. Ce ne sont même pas les politiques. La cause du départ de l'armée française du sol malien a d'abord triomphé dans la société civile malienne. Les Maliens ont battu le pavé pendant des semaines, des mois et des années pour demander que l'armée française quitte leur sol. Quand ils ont commencé, ils étaient minoritaires. Les politiques ne les écoutaient pas. Les militaires non plus n'osaient les écouter. C'est quand la cause a embrasé la société malienne que l'aile révolutionnaire de l'armée a épousé l'insurrection populaire et civile. Et c'est ainsi que le président Assimi Goïta arrive au pouvoir. Mais sachez que les Maliens ont parfaitement conscience du double jeu de la puissance française dans la lutte antiterroriste. Et c'est pour ça que le Mali est le premier État africain à avoir porté plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France pour soutien au terrorisme. Ça s'est passé au mois d'août 2022. C'est le Mali qui a ouvert la voie à des accusations frontales de soutien, de financement, d'aide au terrorisme contre la France. Le Mali. Vous ne pouvez pas parler de ce pays. Il n'y a même pas un seul endroit où il analyse pourquoi un pays où, en 2013, dans l'euphorie, dans la confusion et le cafouillage, des enfants sont nés auxquels on a donné le nom de François Hollande. Des villages entiers ont été dédiés au nom de certains soldats français qui ont eu le malheur de mourir au Mali dans la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce pays, où on croyait que l'âge d'or, que l'idylle entre l'ancienne puissance coloniale et un de ses anciens territoires coloniaux s'était rebâti sur de nouvelles et bonnes bases,
Qu'est-ce qui peut expliquer que ce pays ait vomi avec autant d'énergie, l'armée française? C'est la prise de conscience de la duplicité de la lutte antiterroriste française au Sahel. Vous n'aimez pas la vérité à Paris, pourtant la vérité est à vos portes. La vérité est devant vous. La vérité parle ici et maintenant. Les militaires maliens, les politiques maliens, longtemps avant, le peuple malien, ont pris conscience de la duplicité française. La duplicité de l'OTAN, de l'Occident même. Quand ils ont bien analysé la séquence, la destruction de la Libye, de l'armement Al-Qaïda et l'État islamique, et de l'invasion systématique de la bande sahélienne, les Africains ont parlé. Plusieurs dirigeants africains ont parlé. Plusieurs dirigeants africains ont parlé. Idriss Déby a parlé. Mahamadou Issoufou a parlé. Plusieurs dirigeants africains ont dit ce que vous êtes en train de faire là va nous coûter tous les problèmes possibles. Nous voyons très bien que c'est toute la déstabilisation de notre continent que vous êtes en train de mettre en place. Mais les dirigeants occidentaux ont persisté parce qu'ils ne veulent pas d'une Afrique stable. Une Afrique stable n'est pas pillable. Une Afrique stable n'est pas dépouillable. Une Afrique stable ne peut pas être dominée. Ils ont besoin d'une Afrique instable pour continuer à accéder gratuitement à l'or, au manganèse, à l'uranium, au pétrole, au gaz, au bois. Ils ont besoin d'une Afrique instable pour l'exploiter ad vitam aeternam. Voilà pourquoi on ne veut pas d'une grande puissance africaine avec le droit de veto aux Nations Unies. Parce qu'une grande puissance africaine avec le droit de veto aux Nations Unies, c'est la possibilité pour l'Afrique de se protéger contre les résolutions criminelles des puissances négrières, colonialistes et impérialistes. Lou Vialet, vous écrivez cet article pour nous dire que les Maliens souhaiteraient retourner en colonisation, qu'ils souhaiteraient retourner en néocolonisation. Mais c'est tout le contraire de ce que nous avons tous vu. Nous avons vu le peuple malien par millions demander à l'armée française de partir. L'armée malienne a été forcée par le peuple malien à prendre le pouvoir contre Ibrahim Boubacar Keïta et à demander à l'armée française de partir. C'est ça le processus auquel nous avons assisté. Le peuple malien, la société civile massivement mobilisée, a contraint les militaires. Ils n'avaient pas le choix. Soit ils débarrassaient Ibrahim Boubacar Keïta du fauteuil présidentiel, soit c'est tout l'appareil d'État malien qui était effondré. Le peuple malien n'en voulait plus. Parce que le peuple malien avait compris qu'à sa tête, il y avait des dirigeants qui ne faisaient pas le jeu des intérêts du peuple, mais le jeu des intérêts de l'Occident. Lou Vialet, au Mali, aujourd'hui, il existe une conscience historique profonde des événements qui ont conduit à la déstabilisation du Sahel. Les Maliennes et les Maliens de toutes les générations ont une excellente connaissance de la séquence qui va de la destruction de la Libye à l'invasion du Sahel, de l'invasion du Sahel à la tentative d'imposer l'instabilité chronique dans toute la ligne sahélienne, de Dakar d'ailleurs jusqu'à Djibouti, puis sur le golfe de Guinée, puis dans le grand bassin du Congo, comme on le voit aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est une connaissance scientifique partagée maintenant par des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'Africains dans le monde. Nous savons que l'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes, c'est-à-dire des prétendus porteurs d'une idéologie religieuse radicale. L'Afrique est attaquée par des mercenaires de l'OTAN qui se sont longtemps déguisés et cachés derrière le motif religieux pour cacher leur vrai objectif. Maintenir le continent africain dans l'instabilité afin que les multinationales occidentales et moyen-orientales continuent à le piller. Si moi, Nyamsi wa Cameroun wa Africa, je suis persécuté en France, c'est parce que je suis l'un des agents de cet éveil. Je suis l'un des acteurs de cet éveil. J'ai contribué à mon modeste niveau en tant qu'intellectuel politique par mes conférences. J'ai contribué par mes livres. J'ai contribué par mon soutien solidaire aux peuples africains en lutte à leur faire comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques du monde. Vous prétendez géopoliticien, vous écrivez tout un article comme ça et vous n'êtes pas capable de parler de la grande invasion barbare de l'OTAN contre l'Afrique. Or, c'est l'OTAN qui est l'organisation politico-militaire qui déstabilise tout le continent. Vous prétendez vouloir assurer la stabilité de l'Europe en ne laissant pas s'installer des régimes hostiles en Afrique. Mais qui a déstabilisé l'Afrique? C'est l'Europe. Et quel est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Lou Vialet,
Vous et moi n'avons pas encore été élus président de la République française. Moi, je n'ai pas l'intention d'être candidat à la présidence de la République française. D'accord? Peut-être vous plus tard, je ne sais pas. Mais on va donner la parole à quelqu'un qui a été élu président de la République française et qui est lui-même connu internationalement comme un grand barbare d'État. Qu'est-ce qu'il pense néanmoins de l'action militaire, eh bien, de l'Europe? Monsieur Sarkozy, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la faction la plus sauvage de la planète? Vous avez la parole. Je vais vous dire une chose. Oui, allez-y, monsieur Sarkozy. L'Europe, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal. Très bien. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Merci, monsieur Sarkozy. C'est l'Europe. Oui, très bien. Et je vais vous dire autre chose. Ouais, ça s'est passé quand? C'est pas au Moyen-Âge. Ouais. C'est au XXe siècle. Ah. Lou Vialet. C'est en Europe qu'on a exterminé les Juifs. Vous écoutez? C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, oui. C'est une stupidité. Vous avez entendu, Lou Vialet? On a oublié la Bosnie. On a oublié la Libye. On a oublié le Congo. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements. La Côte d'Ivoire. Considérables. Le Cameroun. Recommencez, monsieur Sarkozy. Il est possible que Lou Vialet n'ait pas. Je vais vous dire une chose. Oui, vous voulez dire quoi? L'Europe, oui. De tous les continents du monde, écoutez bien, est le continent le plus brutal. Oui, Lou Vialet. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. Voilà, dissertez dessus. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Oui. C'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge. Très bien. C'est au XXe siècle. Voilà. C'est en Europe. Sarkozy, ça c'est bon. On va donner la parole à quelqu'un d'autre qui sait d'où vient l'argent que nous avons en France. Lou Vialet pourrait écrire également un article pour essayer de démentir Jacques Chirac. Démentir Jacques Chirac, Lou Vialet, spécialiste soi-disant de l'Afrique, géopolitologue. À 2 balles. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Voilà. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Lou Vialet, vous écoutez? C'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Est-ce qu'il a bien entendu? Monsieur Chirac, recommencez. Recommencez. Lou Vialet n'a jamais entendu ça. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que Lou Vialet, vous écoutez là. C'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Vous avez entendu, Vialet? D'accord. Alors, enfin, pour conclure cette analyse, cette déconstruction, monsieur Vialet, vous évoquez tout au long de votre article systématiquement la Russie. Les Africains n'ont pas avec la Russie la relation que vous avez avec la Russie. Vous avez avec la Russie une relation liée au conflit russo-ukrainien. Les Africains ne l'ont pas. Les Africains ne sont pas des Ukrainiens. La relation russo-africaine a l'avantage de ne pas avoir été une relation négrière. Elle a l'avantage de ne pas avoir été une relation coloniale, néocoloniale ni impérialiste. Écrivez ça. Les Africains éveillés, cultivés, ne jugent pas des relations russo-africaines à partir du critère des relations occidentalo-africaines, des relations occidentalo-européennes, occidentalo-russes, russo-ukrainiennes, russo-américaines, russo-françaises. Non. Les Africains jugent de leur relation avec la Russie en fonction des actions que la Russie a menées chez eux. Quel que soit ce que vous pouvez attribuer à la compagnie de mercenaires Wagner en Afrique, cela n'atteindra jamais à la cheville les crimes de guerre, les crimes coloniaux, les pillages de masse qui ont été perpétrés par les armées des pays négriers, des pays colonialistes et des pays néocolonialistes et impérialistes occidentaux en Afrique. Quand vous êtes ressortissant d'un État qui n'a pas jugé
qui n'a pas condamné, qui n'a pas puni, qui n'a pas réparé les crimes négriers, les crimes coloniaux et les crimes néocoloniaux, pour nous, Africains, vous n'avez aucun titre pour nous parler de la Russie. Tout État, tout citoyen qui veut discuter avec nous de la Russie doit d'abord s'entendre avec nous sur le fait que nous, Africains, ne reprochons pas aux Russes nous avoir commercialisés comme des marchandises. Nous ne leur reprochons pas de nous avoir agressés pour nous occuper et nous piller. Nous ne leur reprochons pas de nous avoir imposé le rouble comme étant notre monnaie. Nous ne leur reprochons pas de s'être emparés de notre droit de veto et d'être les tenanciers de la plume sur nous, aux Nations Unies. Nous ne leur reprochons pas d'avoir organisé des génocides, des exterminations, des déportations, le pillage, l'imposition des pires potentats à la tête de notre pays. Le passif de la Russie en Afrique est incomparablement meilleur au passif de la France en Afrique et au passif de l'Occident en général en Afrique. Par contre, les Africains se souviennent que quand ils combattaient les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, la Russie, sous la forme de l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, a souvent été à leur côté. Monsieur Poutine, comme vous voyez, on a les preuves de sa participation au soutien des mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes en Afrique de l'Ouest, donc en Guinée-Bissau au Cap-Vert, au Mozambique, en Afrique de l'Est, aux côtés du Frélimo, le Front de libération du Mozambique. On le retrouve même au Congo. On le retrouve au cœur de l'Angola, aux côtés du MPLA, Mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et l'un des grands alliés de l'Union des républiques socialistes soviétiques, à savoir la République populaire de Cuba, avec le soutien de l'Union des républiques socialistes soviétiques, a profondément participé à la libération de l'Afrique, de la domination des racistes, des colonialistes, des néocolonialistes et des impérialistes occidentaux. Nous devons à la participation de nos frères cubains, aux côtés du MPLA en Angola. Nous devons la libération de l'Angola et même la libération de l'Afrique du Sud, du joug du colonialisme raciste. Allez relire l'histoire des sacrifices consentis par les Cubains, soutenus par l'Union soviétique, aux côtés de leurs frères africains. De telle sorte que je dis que l'Afrique véritable devra, par définition, déclarer que tout citoyen cubain, je dis bien tout citoyen cubain, est un citoyen africain. Et si je pouvais accéder, où que ce soit en Afrique, à une responsabilité me permettant d'influencer une telle décision, j'appellerais aussi les dirigeants cubains à décréter que tous les Africains d'Afrique subsaharienne, des pays alliés à Cuba, sont des Cubains. Ça doit être le cas de Haïti. Haïti doit recevoir la citoyenneté africaine. Nos fils, nos filles, nos frères et sœurs haïtiens doivent être tous africains nationalisés. Et un État panafricaniste révolutionnaire haïtien doit décréter que Haïti est un pays où tout détenteur d'un passeport africain peut aller sans visa. Tout Africain dans le monde est le bienvenu à Haïti. Voilà des choses que nous devons décider. Comme on doit décider de cela pour tous les territoires africains qui ont été l'objet de braquage et de prédation coloniale. On doit dire aux ressortissants de ces territoires, l'Afrique c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus en Afrique. Et il y a une dynamique intéressante qui a commencé en ce sens au Ghana. Une dynamique de bienvenue à tous les détenteurs de passeports africains. Donc, il faut que vous compreniez, monsieur Lou Vialet, que les Africains n'ont pas les mêmes comptes que vous à régler avec les Russes. Et d'ailleurs, en tant que citoyen français, je m'insurge contre le fait qu'il y ait des comptes à régler entre les Français et les Russes. Les relations franco-russes sont marquées par une participation décisive de la Russie à la libération de la France de l'étranglement nazi et fasciste.
je ne connais pas un service rendu en retour par la France à la Russie qui soit comparable. La France doit son indépendance actuelle, sa souveraineté actuelle, elle la doit en partie aux troupes russes, en autre partie aux troupes africaines, en autre partie aux troupes anglaises et américaines, amplement composées d'ailleurs de noirs. Voilà la vérité. Donc moi, je ne peux pas, en tant que citoyen africain, participer à la russophobie, parce que les relations russo-africaines sont historiquement des relations de camaraderie, de lutte, anticolonialiste et anti-impérialiste. Écrivez ça. Et en tant que citoyen français, je ne peux pas participer à la russophobie parce que j'ai étudié quand même aussi l'histoire de France et je sais que si nous sommes libres en France, nous le devons au fait que l'armée soviétique a défait Hitler. Si les Russes n'avaient pas battu Hitler, ce n'est pas De Gaulle qui allait le battre. De Gaulle n'a pas battu Hitler. Hitler a été battu par les Russes, il a été battu par les Anglo-Américains, il a été battu par les Africains. C'était eux qui étaient en première ligne. Quand De Gaulle a voulu monter une armée pour libérer ce pays, il avait 177 militaires à ses côtés, qu'on a appelé le commando Kiefer. 177. Tous les autres étaient avec Pétain, ils étaient avec Hitler. Quand ils ont vu que la victoire avait changé de camp, beaucoup des collabos du pétainisme, du nazisme et du fascisme se sont proclamés résistants, se sont glissés entre les gouttes. Et aujourd'hui, certains revendiquent avec une certaine fierté les victoires de la résistance auxquelles ils n'ont pas participé. Les plus grands résistants de France sont les Africains. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en première ligne des armées françaises. Ah oui, quand la guerre commence, le plus grand résistant, c'est celui qui est devant. Bien sûr, c'est toujours les généraux qui après gagnent la guerre, puisque ce sont eux qui signent les accords, ce sont eux qu'on voit à la télé. Mais en fait, c'est le fantassin, là. C'est le fantassin qui va en première ligne. Et le fantassin des deux grandes guerres mondiales françaises, là, il était noir. La première ligne des armées françaises, à la première guerre mondiale et à la deuxième, elle est noire. Elle est noire. Elle n'est pas blanche. Les sous-officiers et les officiers sont en deuxième, troisième ligne. La chair à canon, ce sont les noirs. Même dans l'armée américaine, quand elle débarque en Europe, les noirs en première ligne. Elle débarque au Vietnam, les noirs en première ligne. Ça suffit maintenant. Ça suffit. La chair à canon noire, elle vous dit merde. Elle ne se mettra plus en première ligne, si ce n'est pour la souveraineté du peuple africain. Terminé. Je disais hier dans une remarque sur ma page Facebook que l'un des problèmes des puissances impérialistes, c'est qu'elles n'ont plus suffisamment d'hommes prêts à mourir en première ligne pour leur cause. Et que tout au long du XXe siècle, les puissances impérialistes ont bénéficié des supplétifs issus de leur territoire et possessions coloniales et néocoloniales. Il leur était facile de faire la guerre parce qu'elles disposaient de chair à canon taillables et corvéables à merci, issus des colonies. Au XXIe siècle, les puissances impérialistes se trouvent obligées de laisser partir en première ligne les petits fils bourgeois, officiers et sous-officiers des armées, qui ne veulent surtout pas mourir, qui veulent aller à la guerre, comme on va regarder une finale à Roland-Garros. Ceux-là ne peuvent pas soumettre l'Afrique. Ils ne peuvent pas soumettre l'Afrique parce qu'ils ont perdu la capacité de se mettre en première ligne contre les Africains et que c'était les Africains qui se mettaient en première ligne pour eux face aux Allemands. C'est terminé. L'Afrique chair à canon terminée. Même l'armée tchadienne qui avait accepté d'être sous-traitée pour les intérêts néocolonialistes français en Afrique. L'armée tchadienne dit non, c'est bon, ça suffit. On ne combat plus pour vous. Voilà, écrivez ça. L'armée française dit non, c'est bon, ça suffit. On ne combat plus pour vous. Si vous voulez combattre, allez vous-même. Voilà la situation. Et c'est ce qui explique la fin imminente de la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne est en manque de personnel. Et les armées occidentales qui soutiennent M. Zelensky ne veulent pas envoyer leurs soldats en première ligne affronter l'armée russe. C'est vrai. Que cela vous plaise ou pas. Vous n'avez pas de soldats pour aller en Ukraine. Qui est fou pour aller s'aligner devant l'armée de Poutine? Les hommes de Poutine, eux, ils avancent. Les Nord-Coréens de Poutine, là, ils avancent. Ils vont en première ligne. Mais le soldat occidental est un soldat à la psychologie bourgeoise. Il veut jouer à ses jeux vidéo, il veut voir madame,
Il aimerait bien avoir des décorations, mais quand même, il ne faut pas trop risquer sa vie dans l'action. Il n'aime pas ça. C'est un soldat qui a une conscience judiciaire, juridique, citoyenne. Et puis, c'est un soldat, le soldat occidental est un soldat bien informé. Il est au courant des micmacs des politiques. Parfois, quand on l'envoie à la guerre, il regarde quand même le chef politique en disant c'est vraiment un salaud, le chef politique. Il m'envoie tirer sur les Yéménites, là. Il m'envoie tirer sur je sais pas, les Tchadiens, les Maliens. Mais en fait, est-ce que j'ai raison de tirer? Le soldat occidental, en raison de sa surinformation, en raison du fait que c'est un citoyen aussi, qui lit les réseaux sociaux, qui lit des bouquins, qui se cultive, le soldat occidental n'est plus tout à fait prêt. Hein. Il n'est plus tout à fait prêt à être envoyé comme ça dans des missions bêtes. Hein. Et voilà toute la difficulté. Voilà pourquoi Zelensky se prépare à déposer les armes. Mais parce que là, il va abaisser la conscription. Il va abaisser la conscription jusqu'aux enfants de 15-16 ans. Non, il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter la guerre, il n'y a plus de soldats. L'Ukraine n'en a plus. M. Biden a dit que la guerre devait avoir lieu jusqu'au dernier Ukrainien. Ça tombe bien. Mais le dernier Ukrainien, ce n'est pas le dernier Américain, M. Biden. Et vous, vos soldats, pourquoi ils ne viennent pas mourir là, puisque vous poussez les Ukrainiens? C'est le problème que les Africains ont avec cette espèce d'arrogance, condescendance que l'Occident a quand il leur parle. C'est qu'on voit très bien qu'en réalité, les principes que vous voulez imposer aux Africains, vous ne les respectez pas vous-même. Ce double langage a fini par épuiser l'Afrique, à rendre insupportable la parole de l'Occident en Afrique. Vous voyez, les moindres propos d'un dirigeant occidental de travers provoquent maintenant un tollé. La loi d'action-réaction opère à un niveau exponentiel. On ne tolère même plus le moindre écart de langage d'un dirigeant occidental. Pourquoi? Mais parce que le monde est surinformé de votre double langage. Le monde en a soupé de vos mensonges, de votre hypocrisie, de votre cynisme, de votre sadisme, de votre inhumanité. Le monde en a soupé. Et maintenant, on ne vous donne plus le moindre crédit. Quand vous dites A, on fait l'hypothèse immédiate que la vérité est non A. Parce qu'on vous connaît. Tout un article comme ça, bâti essentiellement sur une vision mythomaniaque de la réalité malienne, de la réalité africaine. Qu'est-ce que c'est triste. Mes chers amis, voilà ce que je vous avais promis. Je voulais le relire et déconstruire devant vous cet article mensonger qui ne renvoie pas à la réalité malienne. Le Mali actuel va mieux. Rien n'est parfait. Tout n'est pas au beau fixe au Mali. C'est un pays en guerre contre le terrorisme. Mais la situation du Mali, pendant l'occupation de la MINUSMA et de l'armée française, est meilleure aujourd'hui. L'armée malienne a reconquis la totalité, pratiquement, du territoire. Elle combat des poches de groupes terroristes et chaque jour, elle remporte des victoires décisives, comme la grande victoire de Kidal, symbole de toutes les autres. C'est la même situation au Burkina Faso. Les choses ne sont pas parfaites. Les choses sont difficiles. Mais aujourd'hui, l'armée burkinabé est la principale puissance militaire sur le sol burkinabé. C'est la même situation au Niger. Et c'est à cela qu'aspirent tous les peuples africains qui contemplent la démarche des présidents Goïta, Tiani et Traoré comme étant un modèle archétypal de l'émancipation africaine de ce siècle. Lou Vialet, vous pouvez continuer à écrire toutes sortes de théories complètement délirantes. Vous pouvez faire votre science-fiction d'investigation en prenant vos rêves pour des réalités. Le fait est que l'Afrique est de retour dans le siècle. Ce siècle sera africain ou il ne sera pas. D'accord? Et des écrits comme le vôtre, aux yeux des Africains, ne valent rien du tout. Si j'interviens pour commenter votre écrit, c'est juste pour empêcher mes concitoyens d'adoption français de vous prendre au sérieux. J'essaye de vous cueillir afin de les délivrer de la nuisance que vous allez représenter par ce genre de navets qui sont présentés comme du journalisme d'investigation ou même comme de la géopolitologie. Ce n'est ni du journalisme, ni de la géopolitologie que vous nous avez servi. Vous nous avez servi un tissu de propos délirants, un tissu de science-fiction. Vous nous avez servi une image complètement tronquée.
de la réalité malienne que vous ne connaissez pas, que vous ne cherchez pas à connaître et que vous n'aurez même pas à connaître. Parce que de toutes les façons, vous, au Mali, c'est tout de suite tribunal pour incitation au génocide, incitation à la guerre ethnique, tentative de déstabilisation. Parce que votre article, là, c'est ce qu'il est. Et je le mets à la disposition des autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel pour que les juristes, les magistrats en extraient tout ce qui est nécessaire pour vous incriminer. Parce que c'est trop facile que vous incitiez à la guerre en Afrique, c'est trop facile que vous cherchiez à ce que les Africains s'entretuent sur des bases ethniques et que vous vous promeniez tranquillement parfois dans les pays africains. Il faut que la justice africaine donne et rende justice pour protéger les Africains des entrepreneurs du chaos, comme ce monsieur Louvialet. C'est un entrepreneur du chaos. Et il faut qu'il sache qu'il a été repéré comme tel.